RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. On va pas se raconter d'histoire pendant 55 minutes. C'est un nouveau rendez-vous mensuel que j'aurai le plaisir d'animer sur RCN en recevant un ou une invitée pendant donc une heure pour évoquer l'actualité, mais pas seulement, pour prendre du champ, pour évoquer aussi le parcours, les passions, les doutes, les interrogations de nos invités successifs, pour parler aussi de leur vision de la société, pour prendre son temps, un peu pour quitter quand même l'actualité immédiate et prendre son temps pour aborder, sentir un peu l'air du temps. Aujourd'hui, pour cette première, j'ai le grand plaisir d'accueillir Mathieu Klein, 45 ans, maire de Nancy, président de la métropole du Grand Nancy, élu socialiste, peut-être Macron compatible, mais on reviendra dessus tout à l'heure, c'est le journal L'Opinion qui l'affirmait encore il y a 2 semaines. Et puis aujourd'hui aussi chargé du projet de la candidate à la présidentielle Anne Hidalgo et l'un de ses porte-paroles. Merci Mathieu Klein, bonjour. Merci Philippe Rivet, bonjour. Comment à toutes ça et va? à tous. Vous Très avez bien. le moral? J'ai un moral d'acier. On va pas se raconter d'histoire sur RCN. On allait un peu vite, vous disiez que vous aviez un moral d'acier. J'ai un moral d'acier et que prendre son temps était devenu un vrai luxe, donc je vais en profiter. Eh ben très bien, on va le partager ce temps. Mathieu Klein, il y a 1 an, nous étions rencontrés pour Grand Est Magazine et pour faire votre portrait intime. Et vous m'aviez alors confié, je cite, « Je ne sais pas ce qui a le plus surpris mes parents, que je leur demande 200 francs pour adhérer au PS, et vous aviez 16 ans, ou que je leur révèle mon homosexualité. » C'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez adopté 3 enfants au CESA, rappelons-le tout à fait légalement. Ils ont 8 ans, 5 ans ou 2 ans. Vous êtes très pudique sur votre vie privée vous appartient. Vous avez obtenu un poste prestigieux puisque vous êtes maire de Nancy après avoir été président du conseil départemental à la suite du décès tragique de Michel Dinet, dont vous êtes le fils spirituel, on va le dire. Aujourd'hui, pour vous, c'est un aboutissement. C'est l'aboutissement du destin que vous êtes choisi. C'est terminé. Vous êtes satisfait Toute petite correction, mes 3 enfants sont nés par GPA aux États-Unis. Ils n'ont pas été adoptés au sens de l'adoption internationale. Mais pour le reste, tout est exact, Philippe. L'aboutissement, non, parce que je pense que j'ai encore de belles années à vivre, mais je les vis toutes de la même manière, c'est-à-dire que je n'ai pas de plan de carrière, contrairement peut-être à l'impression que cela peut donner quand on fait de la politique. Je n'ai pas dans mon esprit l'idée d'arriver à tel point ou de passer par telles étapes. J'aime ce que je fais, j'ai la chance, j'ai le privilège, devrais-je même dire, de faire dans la vie ce que j'aime. Et ça, c'est un vrai privilège de pouvoir consacrer mon temps, mon énergie, ma passion, ma mobilisation aux idées que je défends. Alors, je n'avais pas dans l'idée d'être un jour président de département. Je n'avais pas dans l'idée tout jeune d'être un jour maire de Nancy ou président du Grand Nancy. J'ai à chaque fois saisi à la fois ces opportunités, mais je les ai créées aussi parce que j'en avais à la fois envie et puis surtout je m'en sentais capable. Je prends beaucoup de plaisir à ce que je fais. Il y aura peut-être d'autres étapes dans la politique ou ailleurs, mais nous verrons quand elles se présenteront. Parmi les mandats, là, vous avez un peu de recul là, sur le mandat de maire depuis un peu plus d'1 an, 1 an et demi. Si on compare les mandats, quel est celui que vous préférez, maire ou président de conseil départemental? Je les classerai pas. J'ai vraiment beaucoup aimé être président de département. Parce que le département croise vraiment le cœur de mon engagement politique, les politiques de solidarité, la lutte contre la pauvreté, contre les injustices. C'est mon moteur depuis toujours et c'est aussi pour cette raison que je me suis engagé dans la vie publique, dans la politique, dans la vie associative, dans la vie syndicale. Donc c'est vrai qu'au conseil départemental, j'ai pu vraiment faire agir et modeler cette matière sans arrêt.
Et en étant maire aujourd'hui, c'est une autre façon de s'engager. Là, je suis en première ligne avec les habitants tous les jours pour essayer de les accompagner au mieux dans leurs difficultés, leurs projets, leurs passions, régler les problèmes de la vie quotidienne. Et puis à la métropole, ça permet d'avoir aussi une vision stratégique, une vision tout court, et de porter une stratégie pour changer la façon de se déplacer, pour améliorer l'attractivité du territoire, engager la transition énergétique, écologique. Ben ça, on reviendra sur Donc ça permet en fait, si vous voulez, dossiers locaux, mais c'est ce que vous appelez finalement la proximité. Mais est-ce que vous pouvez être vraiment encore en proximité? On sent qu'il y a une distance aujourd'hui entre les citoyens et les élus. Ce qu'ils disent, les élus sont pas suffisamment proches, on les voit pas assez, on les touche pas, on les sent pas. Est-ce que maire d'une grande ville, c'est possible d'aller voir les citoyens, d'être encore présent c'est possible. Après, dans la vie quotidienne? Comment vous... Après, ce qui n'est pas possible, c'est d'aller voir tous les jours tous les habitants. Oui. Ça, c'est strictement impossible. Et puis d'ailleurs, si j'allais voir tous les jours tous les habitants, ils pourraient se demander ce que je fais le reste de mon temps. On dit quand un élu fait du terrain, c'est toujours très encadré, c'est pour une inauguration. Comment vous concevez ça? Non, comment vraiment, vous faites? Alors, pour le coup, moi, vous faites des échappées comme ça en solitaire? Ah, tout à fait. Oui, moi, je me promène dans la ville. Alors déjà, je me promène assez naturellement et spontanément depuis toujours. Je marche beaucoup. J'ai toujours aimé marcher, et particulièrement marcher à Nancy, bien avant que je sois maire. Donc, j'aime me promener dans la ville. J'y fais mes courses, j'emmène mes enfants à l'école. Vous avez toujours le temps de les emmener à l'école, là? C'était tous les matins, priorité. Oui, ça reste mon entre guillemets un point fixe. Donc à la fois je suis un habitant de ma ville et je vis ma ville comme un habitant, et j'ai mes habitudes, j'ai mes points de passage préférés, et puis en tant que maire je me balade dans toute la ville, et chaque semaine je réserve dans mon agenda des plages, au moins une plage hebdomadaire pour aller sans rendez-vous particulier à la rencontre des habitants de ma ville, parce que le maire, c'est aussi sa responsabilité. Alors oui, dans une grande ville, c'est moins évident et moins systématique que dans une ville de plus petite taille ou dans un village, mais c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, je m'aperçois que ce qu'on disait des maires est plutôt vrai. Ils doivent rester à portée d'engueulade, et ça, on y est, rassurez-vous. Mais ce sont aussi des points fixes de la démocratie. Les politiques n'ont pas bonne cote, ça, personne ne va le découvrir aujourd'hui. La politique n'a pas bonne presse. D'ailleurs, quand vous interrogez les habitants, qui ne sont pas des engagés en politique, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, ils connaissent le président de la République, ils connaissent leur maire. Entre les deux, c'est quand même assez flou. Et quand vous rencontrez les habitants, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? Quelle est la préoccupation que vous sentez monter dans la population aujourd'hui? Quelle est la priorité? Alors si on parle de manière générale, en dehors des enjeux locaux, les sujets qui aujourd'hui reviennent le plus, c'est vraiment les sujets liés au pouvoir d'achat. Ça, c'est clair que c'est un sujet de préoccupation qui est partagé, sur lesquels on est régulièrement interpellé. Ensuite, à l'échelle de la ville locale, quand ils s'adressent à leur maire, à moi comme à un autre, ils parlent de la propreté, des déchets, de la sécurité et de la tranquillité publique, du bruit. Ça, depuis la fin du confinement, ça c'est un point, je pense, qu'il faut travailler. L'après-confinement, qui a été une période de calme dans la cité, génère à la fois beaucoup d'activités, beaucoup d'envie de sortir, de faire la fête, d'aller au resto, boire un verre, rencontrer ses amis en terrasse, parfois faire durer la soirée très longtemps. Et en retour, il y a des réactions, notamment des riverains, que je trouve plus nombreuses que par le passé, autour des enjeux du bruit, du calme. Et qu'est-ce que peut faire le maire de Nancy là-dessus? De toute façon, vous savez, le maire, il doit réussir à équilibrer toutes les demandes. Non. La vie n'est qu'une succession d'injonctions paradoxales pour tout le monde. Alors le maire, il doit à la fois laisser les étudiants, les jeunes, les moins jeunes profiter de la ville et de la vie, et donc sortir, aller boire un verre, faire la fête, parce que la ville, c'est aussi ça, dans une grande ville étudiante comme Nancy, d'autant plus. Et il doit veiller à ce que ceux qui habitent au-dessus des bars ou dans les quartiers du centre-ville puissent continuer à dormir. Donc c'est réguler, faire de la médiation, avoir des horaires adaptés, être aux côtés de ceux qui ne comprennent pas toujours, accompagner les professionnels aussi dans la régulation de leur clientèle, mais hors de question de mettre la ville sous cloche, hors de question de mettre la ville sous éteignoir, de couper la musique. Bien sûr, passer une certaine heure, il faut la couper, mais quand on vit dans une grande ville étudiante, il faut avoir envie qu'elle vive. On peut regretter le confinement, mais le confinement a été, de ce point de vue-là, révélateur. La ville était silencieuse, comme toutes les villes.
nous avons vu ensuite pendant de nombreux mois, même quand l'activité reprenait, ce qu'était une ville sans étudiants, puisque l'activité a repris, mais les universités restaient fermées, ou en tout cas en distanciel. Donc nous avions un Nancy qui n'était plus animé que par finalement les actifs ou les habitants non étudiants. Et je crois que là aussi, ça nous en dit long. Sans les étudiants, Nancy n'est pas Nancy. Donc il faut continuer à soutenir leur présence dans la ville. Donc, maire de Nancy, vous êtes aussi président du Grand Nancy, ce qui n'a pas toujours été le cas pour le maire de Nancy. Ça vous semble une articulation obligatoire Obligatoire, non. La preuve, on peut ne pas l'être. Mais indispensable, oui. Aujourd'hui, par exemple, si je veux travailler sur la question de la propreté, qui est une question sur laquelle je suis souvent interpellé, si je n'ai pas les outils de la métropole et de la ville qui travaillent ensemble, je n'y parviendrai jamais. Si je veux travailler sur la question des mobilités, qui est quand même une question à Nancy numéro 1, on va y venir, dans le top 50 des attentes des habitants. Si je n'ai pas les outils de la métropole pour travailler sur ce sujet, autant dire que je ne peux pas faire grand-chose. Idem pour l'attractivité. Nancy est le monument préféré. La place Stanislas est le monument préféré des Nancéens. La place Stanislas est le monument préféré des Français, des Nancéens aussi bien sûr, mais surtout des Français cette année. Il faut donc s'appuyer sur cette belle dynamique pour mener une politique d'attractivité ambitieuse, notamment ailleurs en France. Si la métropole n'est pas dans la partie, impossible. Mais est-ce qu'à la métropole, on a l'impression que c'est un peu moins fluide qu'à la mairie de Nancy? Vous êtes un peu attaqué sur votre gouvernance. Les maires de droite qui sont pas vice-présidents, là, parce que vous partagez un certain nombre de vice-présidents. Votre premier vice-président, c'est François Werner, là, qui est le maire de Villers. Un certain nombre de maires de droite disent que vous les laissez de côté, vous les ignorez. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est vrai? D'abord, il y a aussi beaucoup de maires de droite qui sont très heureux d'être vice-présidents. Jusqu'à preuve du contraire, et qui apprécient le fait que il y ait justement une gouvernance partagée. Vous savez, moi, quand j'ai été élu président de la métropole, je l'ai été sur un contrat très clair. J'ai dit que je n'entendais pas que la métropole ne soit que la caisse de résonance des débats politiques des conseils municipaux, voire d'autres assemblées. Qu'une intercommunalité, c'était d'abord des communes, 20 en l'occurrence sur le Grand Nancy, qui décident de travailler ensemble pour mieux servir les habitants. Donc si nous ne sommes pas capables de dépasser les clivages politiques dans une intercommunalité, je crois que nous ne répondons pas aux attentes des gens. Donc nous avons fait, et pour la première fois, une vraie gouvernance partagée. Il y avait bien quelques vice-présidents de gauche qui avaient intégré tardivement le Grand Nancy à partir de 2016 sur les strapontins, mais il n'y avait jamais eu de pacte partagé que nous sommes en train de construire avec des vice-présidences exécutives de premier rang pour des élus qui ne sont pas de ma famille politique. Et pour ceux qui ne sont pas vice-présidents Eh bien, une métropole, ça n'est pas que... C'est d'abord 20 communes qui décident de faire des choix ensemble, mais ça n'est pas qu'une addition de 20 conseils municipaux. Donc, il y a deux instances majeures dans le quotidien de la métropole. L'exécutif, le président et les vice-présidentes et vice-présidents, et la conférence des maires, qui regroupe les 20 maires des communes. Elle est d'ailleurs animée par Marc Augier, le maire de Pulnoy. Je ne l'anime pas moi-même. J'y participe en tant que maire de Nancy, bien sûr avec un regard de président de métropole. Et la conférence des maires, elle est le lieu où les maires traitent avec la métropole de toutes leurs préoccupations. Mais c'est pour pas un moi, lieu de décision, là. Ce n'est pas un lieu de décision exécutif, mais c'est un lieu qui a une influence tout à fait notoire et majeure sur les décisions prises ensuite par le Conseil métropolitain. Donc justement, si on prend un dossier, pas tout à fait au hasard, vous venez de le citer, les mobilités, il y a un gros dossier, c'est le dossier Trolley. Est-ce que ça va être l'objet d'un consensus politique ou de division politique? Juste avant les municipales, il y avait un projet qui avait été réfléchi, pensé, 450, 500 millions. On ne savait pas trop comment ça allait être financé. Et on est passé soudainement à 50, un projet à 50 millions, 10 fois moins cher. On nous explique que ça va être 100 fois mieux. Est-ce que vous pouvez un peu éclairer notre lanterne? Alors d'abord, il faut comprendre que nous sommes passés à un projet aujourd'hui qui traite de l'ensemble des mobilités sur l'ensemble des lignes. Le projet de tram ferré qui était celui défendu sur la toute fin du mandat précédent était celui de concentrer sur une seule ligne, la ligne 1, l'ensemble des moyens d'investissement de la métropole du Grand Nancy sur les mobilités pendant de nombreuses années. J'ai considéré dès le départ, avec beaucoup d'autres élus d'ailleurs, et pas seulement des élus de gauche, qu'il n'était pas possible que la métropole ne regarde que la ligne 1.
qu'il y avait beaucoup d'autres habitants. Nous sommes ici sur le haut du Lièvre, à Nancy. Ici, c'est la ligne 2, par exemple, qui dessert le quartier du Plateau de Haye, et qui a, elle aussi, besoin qu'on s'intéresse à son destin. Et puis, il y a la ligne 3, la 4, la 5 et toutes les autres. On a quand même le sentiment qu'avec un trolley, vous nous faites revenir 50 ans en arrière, non D'abord, les trolleys aujourd'hui ne sont plus tout à fait les trolleys d'il y a 50 ans. Et puis, vous savez, qu'attendent les habitants? D'être transportés du point A au point B de bonne manière. Oui. Donc, être dans un trolley qui est... rapidement et confortablement. Voilà, j'allais le dire. Donc ça, déjà, rien que de dire rapidement et confortablement, ça nous éloigne de la ligne 1 actuelle. Premier élément. Donc, donc, ça, tout le monde sera d'accord. Un trolley électrique, c'est d'abord un véhicule plus grand que le TVR, le tram sur pneu actuel, 10% de capacité supplémentaire. C'est plus rapide parce que nous aurons un accès à un véhicule industrialisé, donc des pièces de rechange, des véhicules de remplacement en tant que de besoin. Oui, et puis vous laissez vous tenter par l'innovation technologique. Là. Vous dites, on peut innover. D'ailleurs, sur Urban Loop, nous allons innover, mais on doit le faire de façon raisonnée. J'ai besoin, moi, de garantir aux Nancéens que le jour où un véhicule tombe en panne, eh bien, ça n'empêche pas le véhicule de circuler. Il est remplacé. J'ai besoin d'assurer aux Nancéens que ils vont aller plus rapidement dans un transport en commun que dans une voiture individuelle. Donc, il faut travailler sur plus de sites propres. Nous allons développer les sites propres, y compris sur les 4 autres lignes structurantes. Donc, la 2, la 3, la 4, la 5. Donc, le trolley... Donc, ça sera en plus des 50 millions, là. Bien sûr, les 50 millions d'euros, c'est l'achat à la fois. Enfin, c'est pour moitié à peu près l'achat des véhicules trolley électriques de la ligne 1 et pour moitié les travaux d'aménagement qui sont de 6 à 8 mois des travaux. Donc précisez voir le calendrier là. Alors les travaux vont commencer probablement sur le 2e semestre de l'année 2022. Ça reste à préciser au mois près, mais voilà, je vous le donne dans les grandes masses. Fin 2022, donc démarrage des travaux, pour que ou début 2023, enfin voilà, ça reste à préciser, pour que ensuite à la fin des travaux, nous passions directement, donc 6-8 mois de travaux, là aussi ça reste à préciser. Nous allons choisir le modèle, c'est pour ça que j'ai encore cette petite variation possible, parce que le modèle dont le Grand Nancy va se doter est en cours de sélection. Et selon le modèle que nous choisirons, il pourra y avoir quelques variations sur le bon de commande, sur la délai de livraison ou la nature des travaux. Mais est-ce qu'on peut pas regretter sur le dossier qu'il n'y ait pas franchement de concertation là, que vous avez annoncé, que vous alliez un peu sonder les habitants les choses sont... On est en train de faire un gros travail de concertation sur le plan des mobilités. Moi, je veux distinguer, pour que tout le monde comprenne, les deux choses. Je suis obligé, parce que le tram sur pneu, eh bien, il décède, pour le dire brutalement, en 2023. C'est fini. Il n'y en a plus. D'ailleurs, comme il n'est pas industrialisé, il n'y en a plus du tout. Donc, de toute façon, moi, je dois prendre une décision opérationnelle pour que, lorsque le tram sur pneu actuel disparaît, il soit remplacé à l'issue de quelques mois de travaux. C'est-à-dire que vous avez le dos au mur. De fait, mais n'importe qui, à ma place, aurait eu le même dos sur le même mur. Puisque nous avons aujourd'hui... compte tenu du calendrier de fin de vie du TVR, qui est quand même connu depuis fort longtemps, des obligations de résultat. Et la concertation Et la concertation, elle porte sur l'ensemble de ce qu'on appelle le P2M, plan métropolitain des mobilités, où là, nous mettons en discussion, et d'ailleurs assez largement, les lignes, comment et à quelle vitesse doivent-elles desservir quel quartier, quelle commune. Vous avez prévu des réunions publiques là? Bien sûr, mais il y en aura de nombreuses. Une fois que la délibération cadre sera adoptée à la fin du mois de novembre, ensuite vous allez avoir toute une série de rencontres, et elles ont déjà eu lieu pour partie, puisqu'il y a déjà eu toute une série de concertations publiques sur le plan vélo, sur la piétonisation, sur les parkings relais, le travail avec les territoires voisins aussi, par exemple, parce que nous devons bâtir, y compris le réseau de transport, avec nos voisins. On ne peut pas le bâtir uniquement à l'intérieur du Grand Nancy. Donc, tout doit être terminé 2023. Derrière, vous avez le calendrier électoral en tête, en vous disant il faut que toute la ville soit propre en ordre, comme dirait en Suisse, là, pour préparer les prochaines municipales. Ah non, ça ne sera pas le cas. Ça, c'est pas la peine d'aller raconter aux gens que tout sera prêt en 2026. Nous allons bien sûr, la ligne 1 sera, évidemment, puisqu'elle s'arrête, elle sera en service, nous aurons réalisé des morceaux, il y aura des tronçons qui seront en site propre sur les différentes lignes structurantes, nous serons parvenus, nous aurons sans doute même dépassé les 200 km de pistes cyclables sécurisées. Nous aurons des plateaux piétons, mais l'ensemble du chantier des mobilités, la mise en site propre de l'essentiel des lignes 1 à 5, la connexion avec les territoires voisins, tout ça demandera bien sûr de dépasser 2026 et 2030. Parce que ça ne peut pas être, des décisions ne peuvent pas être prises
dans le seul calendrier d'un mandat politique, parce que ce sont des décisions très très structurantes et qui changent la vie d'un territoire sur la durée. Et juste un mot pour terminer sur le tram ferré, j'ai dit, et je le répète, que puisque le trolley arrive en 2023, il est là pour une dizaine d'années, on peut tout à fait, il pourrait être là pour 20 ans, parce que on va dire Votre choix n'est pas fait, là? Je laisse ouvert la possibilité, à partir de 2026, c'est-à-dire dans le prochain mandat, à la prochaine équipe, et d'ici là d'y travailler bien sûr, en lien avec les territoires voisins et la région, de décider de la création d'un tram ferré connecté avec le réseau TER, parce que ce serait ça son vrai intérêt, et qui donc s'il était décidé en 2026-27, c'est-à-dire au début du mandat municipal prochain, pourrait alors voir le jour, à peu près aux alentours de 2032-33, et donc l'investissement que nous avons réalisé là en 2023 pour le trolley électrique, il aura 10 ans dans les pattes, mais il aura encore 10 ans devant lui. Parce que c'est un matériel éprouvé, il pourrait être transféré de la ligne 1 à la ligne 2, 3, 4 ou 5, peu importe, pour être remplacé par un tram ferré en 2032-33. Donc c'est un investissement de 50 millions d'euros, mais qui est raisonné et qui n'est pas à fond perdu, puisque même si un tram ferré advenait après une vraie consolidation du dossier, le trolley électrique qui roulera sur la ligne 1 sera réutilisable ailleurs. Et vous pensez que vous aurez des finances plus confortables Nous avons déjà eu une première bonne nouvelle, puisque nous avons obtenu une réponse très favorable à l'appel à projet national sur les transports en commun en site propre, puisque sur les dossiers que la métropole a proposés, nous avons obtenu une subvention de 32 millions d'euros, c'est-à-dire qui représente à peu près 20% de l'investissement, ce qui est un taux de participation de l'État bien supérieur à la moyenne habituelle de ces projets. Ils ont salué la qualité de nos dossiers. La région m'avait indiqué, et donc je pense que ce sera suivi d'effet, que selon la nature de la réponse de l'État, il y aurait un engagement, en tout cas fort aussi du Conseil régional. Vous avez des certitudes ou vous avez des promesses de la région, des engagements. Notamment, ils attendaient la réaction de l'État. Et donc, il m'avait indiqué à l'époque qu'il s'alignerait ou en tout cas se positionnerait, y compris en fonction de ça. Donc, il y a des vraies perspectives solides, ce qui du reste n'était pas le cas pour le premier centime d'euro sur le projet du tram ferré précédent. 11h sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Et je reçois aujourd'hui dans l'émission Mathieu Klein. Donc, on va trouver la transition tout de suite vers les sujets nationaux avec la crise hospitalière. Vous êtes président du conseil de surveillance du CHU de Nancy, qui est contraint, faute de soignants, de fermer une partie de ses services, notamment en chirurgie digestive. Quand vous avez appris la nouvelle, quelle était votre réaction ? Alors, je savais depuis un certain temps que la tension sur les personnels de l'hôpital était de plus en plus forte, donc il n'y avait pas d'effet de surprise pour moi. Ça représente aujourd'hui 3% des lits du CHRU qui vont être affectés. Mais c'est une décision difficile, très difficile à prendre, vous l'imaginez, surtout au terme de cette période, enfin au terme, j'aimerais pouvoir dire au terme d'ailleurs, on va dire sur la queue de comète de cette période Covid qui a vu se succéder à la fois l'intensité de la prise en charge des malades Covid, puis la reprogrammation, déprogrammation, reprogrammation, déprogrammation successive de beaucoup d'interventions dites non urgentes, la tension, la fatigue, la lassitude des professionnels qui ont été sollicités plus souvent qu'à leur tour. L'hôpital public est aujourd'hui réellement dans une vraie tourmente, il ne faut pas se voiler la face. Il y a un problème d'attractivité, qui est le problème global aujourd'hui des salaires dans notre pays, et puis l'hôpital public en Lorraine est dans la concurrence aussi européenne, puisque nous sommes proches de voisins qui parfois ont des grilles de rémunération bien plus attractives que les nôtres. Ouais, on va passer au Luxembourg. Par exemple. Donc il y a un enjeu aujourd'hui, c'est vrai, un enjeu majeur de travail sur la question de l'hôpital public, de revalorisation salariale bien sûr, de réorganisation aussi. Ça fait longtemps que la tarification à l'activité, à l'acte, est dénoncée comme une mesure ne correspondant pas au modèle de la prise en charge des patients qui souvent, notamment à l'hôpital public, sont pris en charge pour des pathologies compliquées, parfois très longues, et donc la logique du parcours patient devrait enfin prendre le dessus sur les autres logiques.
y compris pour redonner aux soignants c'est un changement le sens de pied, de leur parce métier. Que, finalement, tous les gouvernements de droite et de gauche ont poursuivi la T2A, ont poursuivi les fermetures de lits à l'hôpital, ont poursuivi les réductions d'effectifs. Aujourd'hui, on est face à une vraie crise hospitalière. Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste, vient de s'en emparer, notamment en proposant la suppression des ARS, des agences régionales de santé. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que c'est... Bon, vous savez, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'élus locaux en France qui se diront satisfaits aujourd'hui du fonctionnement de la santé en territoire, et notamment du fonctionnement des ARS, qui sont par ailleurs composés de professionnels de qualité. Hein. Ma remarque ne concerne pas l'engagement des uns et des autres. Mais qui sont des monstres technocratiques. Les ARS, en tout cas, ont pas toujours montré leur agilité et leur efficacité dans la crise sanitaire que nous avons connue. Alors que je crois qu'il y a une belle occasion aussi peut-être de repenser la décentralisation. Faisons confiance au territoire. Je pense que région, département, métropole, pour prendre l'exemple de notre territoire, pourraient travailler ensemble aujourd'hui à animer la politique de santé. S'il n'y avait pas eu les collectivités, où en serions-nous sur l'acquisition de masques, de blouses, de gants, de tests de dépistage, de centres de vaccination? Enfin, à chaque fois, il a fallu que les élus locaux montent en première ligne et parfois bousculent un peu la hiérarchie classique du ministère de la Santé pour obtenir des résultats, pour protéger les habitants, protéger le territoire. Donc je pense qu'il faut en tirer les leçons. Et oui, aujourd'hui, une transformation profonde de l'organisation administrative de la santé en France serait la bienvenue. Mais est-ce que, vous n'avez pas relevé là-dessus, mais est-ce que c'est crédible quand une candidate à présidentielle, candidate de gauche évoque ça, la gauche a continué la politique qui avait été engagée sous la droite concernant les hôpitaux. Est-ce que c'est crédible aujourd'hui de dire je vais m'engager si je suis élu à résoudre la crise hospitalière? D'abord, on peut pas vivre le nez dans le rétroviseur, Philippe. Vous le savez, on a besoin aujourd'hui de regarder devant. Anne Hidalgo est aussi la présidente active au conseil de surveillance de l'AP-HP. Donc la question des hôpitaux publics, je pense qu'on peut dire que en tant que maire, elle la connaît et surtout le premier hôpital public de France particulièrement bien. Il y a un enjeu aujourd'hui qui est celui de sortir l'hôpital public de cette spirale négative dans laquelle il semble entraîné, enfermé en raison de toutes les, à la fois de la pandémie, de cette mauvaise organisation globale et de cet manque d'investissement. Je le dis en étant en plus lucide, nous venons d'obtenir à Nancy de beaux résultats en la matière. Donc je serais de mauvaise grâce de considérer que l'État n'a pas joué son rôle à Nancy, puisqu'il accompagne le projet d'investissement du CHRU, le projet de regroupement à Bras-Bois, à hauteur de 70%, avec une reprise partielle de la dette. Donc l'État sait se montrer présent aux côtés des territoires quand il y a un vrai engagement. Mais au-delà, il faut un rapport de force. Voilà, au-delà, c'est ça. Et au-delà de notre cas à nous à Nancy aujourd'hui, il y a un enjeu qui est plus général. Et oui, il me semble que la gauche, en matière de solidarité et d'accompagnement des personnes les plus fragiles, a non seulement une légitimité historique, mais en plus des choses à dire. Et plus largement, c'est la crédibilité d'Anne Hidalgo. Vous savez qu'il y a du l'Hidalgo bashing, à tel point que certains se demandent ce que vous êtes allé faire dans cette galère, hein, même si je crois me souvenir qu'il y a quelques années, vous me disiez, faudrait regarder un peu Anne Hidalgo, ça peut être la candidate, donc c'est pour ceux qui vous avez écouté, voilà, vous n'étiez pas trompé. On peut vous faire remarquer toutefois, vous aviez mieux réussi sur le plan local que national, parce que vous avez soutenu Manuel Valls à la primaire. Et j'ai voté pour Benoît Hamon à la présidentielle. Oui, ce qui n'a pas été franchement un franc succès quand même. Anne Hidalgo, là, comment vous comptez la rendre crédible, parce que les derniers sondages, ça relève quand même de la catastrophe, de l'accident industriel, comme on dit là. Ouais, enfin ça sont certains de vos confrères qui l'ont dit comme ça. Moi, je crois que d'abord la question des sondages, il faut quand même la regarder avec recul. Je ne vais pas vous dire qu'on les regarde pas, bien sûr que tout le monde les regarde, mais enfin, les sondages, les mêmes vous disent aussi que plus de la moitié des Français aujourd'hui n'ont soit pas fait leur choix, soit peuvent encore changer d'avis. Donc la marge est aujourd'hui de personnes à convaincre d'aller voter et de voter pour Anne Hidalgo est encore très importante. Mais on n'a pas l'impression quand même à gauche, que la gauche plafonne quand même dans tous les sondages, quels que soient les sondages, à 20%, 25%, au point que François Hollande a parlé de candidature lilliputienne à gauche. Là, il n'avait pas un peu raison là, sur ce constat? Le plus grand ennemi de la gauche, c'est l'abstention.
Moi, je crois que c'était François Hollande, vous allez dire. Non, c'est l'abstention. Parce que l'abstention aujourd'hui, c'est celle notamment des femmes et des hommes qui n'y croient plus, qui sont déçus, pour qui la politique ne représente plus rien, qui ne s'y intéressent même plus, qui se détournent de l'idée même de participer par le vote à un projet pour leur pays. Et ça, c'est un poison mortel pour la démocratie. Et c'est notamment l'abstention des classes moyennes et des catégories populaires qui nourrit une surreprésentation dans les débats aujourd'hui des théories les plus rances, les théories complètement folles d'ailleurs si on y regarde un instant de près, qui occupent l'espace public, où on en est à refaire du maréchal Pétain le héros de la France du XXIe siècle. Enfin, je pense que de ce point de vue-là, le débat politique français a besoin d'être remis sur les rails des questions qui intéressent la vie quotidienne des habitants. Parler du pouvoir d'achat, de justice sociale, de santé, on vient d'en parler, d'éducation. Ça, ce sont des sujets. Vous pensez qu'il y a vraiment forts. Un glissement à droite identitaire de la France, une France néo-pétainiste, Non, ou si les électeurs, les citoyens sont plutôt des gens paumés aujourd'hui là. Vous savez, moi je crois que alors il y a ceux qui sont paumés comme vous dites, et puis il y a les autres qui se jouent un peu de vous, pardon. Enfin quand je dis vous là, je fais un grand méli-mélo de celles et ceux qui aujourd'hui commentent et réfléchissent sur l'opinion. Parce que finalement, il y a un usage un peu scientifique des citoyens aujourd'hui qu'ils font des sondages. Ils savent bien qu'ils peuvent jouer des sondeurs pour faire turbuler le système. Et on l'a vu depuis 2002. Personne n'a vu Jean-Marie Le Pen arriver au deuxième tour de 2002. Ça a commencé là, en réalité. Quand il est arrivé au deuxième tour, même si la gauche était très divisée à l'époque, et ce qu'il a éliminé de fait du deuxième tour, mais ensuite, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen, à ce niveau, personne ne l'avait vu. Parce que il était sous-estimé dans les sondages. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans cette époque de sous-estimation, on est plutôt dans une époque, à mon avis, de surévaluation pour agiter le débat public. Mais derrière, ça dit quoi ? Ça dit que, d'abord, la gauche, aujourd'hui, elle est dans une situation qui est une situation à la fois difficile pour toute la gauche et une situation qui est meilleure qu'en 2017. Parce qu'on nous a annoncé mort. C'est pas difficile, là, quand même, là. Bah, ça aurait pu être, si, ça peut toujours encore descendre. Et là, c'est remonté. On nous a annoncé mort et enterré en 2017. En 2017, il n'y avait plus rien. Et puis en 2020, il y a des municipalités qui ont été conservées ou gagnées, comme à Nancy. En 2021, des départements, des régions qui étaient annoncées. Les régions étaient toutes perdues sauf l'Occitanie et l'extrême droite devait en gagner je sais pas combien. Bah, total, rien du tout. Et nous avons conservé nos régions. Donc, je cherche pas les chemins de traverse pour vous répondre, mais vous essayez de vous je rassurer, ne crois là. pas. Non, c'est pas ça. Mais parce que je ne crois pas fondamentalement. Je crois que quand on est aujourd'hui le cap sur lutte contre les inégalités, diminution de la pauvreté, émancipation par la République de tous ces enfants, qui me semblent être les vrais sujets de la vie quotidienne des habitants, eh bien, il me semble que nous avons encore beaucoup de choses à dire, nous les socialistes, et donc Anne Hidalgo porte ce message aujourd'hui. Vous ne citez pas le réchauffement climatique, c'est pas dans les préoccupations des gens aujourd'hui. Aujourd'hui, nous l'avons complètement intégré dans notre logiciel. Vous savez, c'est plus un sujet, c'est plus un marqueur qui appartient à tel ou tel. L'écologie est soluble dans le politique, là. Bah, non seulement, c'est pas une question d'être soluble, c'est que vous ne pouvez pas aujourd'hui faire la justice sociale si, par exemple, vous n'aidez pas les personnes qui vivent dans des appartements ou des maisons qui doivent être rénovées sur le plan thermique. Si vous ne les y aidez pas, eh bien, vous ne faites pas de transition écologique. Si vous ne permettez pas aux classes moyennes et aux classes populaires qui sont très loin de pouvoir dépenser 20 000 euros pour s'acheter un véhicule électrique, si vous ne les aidez pas à passer du véhicule thermique au véhicule électrique, vous ne faites pas de transition écologique. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir un projet de transition écologique si vous n'avez pas un projet de justice sociale avec des objectifs précis. Et donc, je crois, en tout cas c'est ma conviction, que nous avons complètement intégré dans notre logiciel politique ces enjeux. Est-ce que vous avez intégré aussi le chiffrage des mesures qui sont annoncées ? Est-ce que c'est pas le principal reproche adressé aux politiques ? Je vais prendre l'exemple qu'a fait long feu, d'Anne Hidalgo qui voulait doubler le salaire des profs en un quinquennat. Même les syndicats n'y ont pas cru. Et on attend toujours le chiffrage. Mais c'est vrai pour les autres candidats, à gauche, à droite. Chacun annonce des mesures, mais on n'a pas le chiffrage, on ne sait pas qui va payer, sur quelle durée et tout. Est-ce que il n'y a pas un problème de crédibilité là-dessus ? Vous savez, d'abord, quand vous entendez depuis quelques semaines maintenant le président de la République avoir à peu près annoncé 25 milliards de mesures ces 5 ou 6 derniers mois, là, je n'entends pas de commentateurs qui se demandent si c'est crédible ou pas de dépenser 25 milliards d'euros en 6 mois, alors même que nous étions
a priori déjà dans une situation d'endettement assez élevée. Donc je voudrais que la question de la crédibilité ne soit pas réservée à quelques-uns. Ensuite, un programme pour l'élection présidentielle, comme à chaque fois, il est présenté globalement et avec évidemment son équilibre financier et budgétaire. Valérie Rabault, qui est présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, qui travaille, c'est la responsable du chiffrage du projet. Et lorsque Anne Hidalgo présentera son qui a programme... été rapporteur du budget. Donc qui a été rapporteur du budget. Et lorsqu'Anne Hidalgo présentera son programme, celui que je coordonne, dont je coordonne la préparation aujourd'hui, donc sans doute au mois de janvier, il est évident que le programme sera présenté chiffré. Janvier, si les sondages n'ont pas décollé pour Anne Hidalgo, qu'est-ce que vous faites ? Vous ralliez Macron en tant que Macron compatible ou pas ? Vous savez, elle l'a d'ailleurs redit à Lille samedi dernier, elle ira jusqu'au bout et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison, et certainement pas des sondages fragiles, pour que le message de la social-démocratie aujourd'hui se retire, s'efface ou s'affaisse. Ça, nous n'y croyons pas, je n'y crois pas du tout. Et donc il faut porter ce projet, il faut porter nos valeurs, il faut porter nos combats, l'égalité républicaine, la justice sociale, la transition écologique. Il faut le porter dans le débat. On ne peut pas laisser le débat aujourd'hui à se réduire à la bataille entre l'immigration et la sécurité. Concret, pratique, vous avez sans doute lu la dernière étude de la Fondation Jean Jaurès. Oui, absolument. Qui explique qu'il y a à peu près un électeur socialiste sur 2 qui est prêt à voter Macron. Mais ça vous interpelle ? Mais si vous lisez cette étude, lisez-la complètement. Vous avez aussi beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon qui vous disent qu'ils pourraient voter socialiste à Anne Hidalgo. La même étude vous le dit. Donc, aujourd'hui, ça vous dit quoi ? Ça vous dit que l'électorat, dans sa majorité, il n'est pas stabilisé. Mais c'est normal. La campagne présidentielle n'a même pas vraiment commencé. Les débats n'ont pas vraiment commencé. Comment voulez-vous qu'à part les gens comme moi qui ont déjà les idées très arrêtées, la plupart des gens, ils vont regarder, ils vont écouter, ils vont se faire leur opinion et puis décideront après. Donc ils peuvent aujourd'hui parfaitement, et nous allons évidemment tout faire en ce sens, se retrouver sur le bulletin de vote d'Anne Hidalgo pour que ces valeurs-là soient mises en œuvre. Donc non, je n'ai pas d'inquiétude. Et il n'y a aucune raison d'ailleurs que ce chemin aujourd'hui change. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Au nom de quoi ? Ma foi, c'est à vous de démontrer la crédibilité d'une candidate. Bien sûr, absolument. Bon, c'est peut-être me faire remarquer que François Hollande avait commencé à 3%. Vous l'avez tout seul, donc je n'ai pas besoin de le faire remarquer. En attendant, ça semble quand même compliqué, vu la succession de sondages. Écoutez, vous savez, c'est quand même compliqué. Et quand on vous dit que vous êtes Macron compatible, ça vous agace. Vous avez refusé un poste. Ça m'agace pas parce que ça correspond. Quand j'ai lu l'information de l'Opinion, qu'un journal généralement bien informé, qui disait que mais qui reprenait quelque chose qu'ils avaient lu eux-mêmes, il y a quelques années. J'ai toujours moi dit et je continuerai à dire parce que c'est comme ça que je fonctionne. Mon job d'élu local, c'est de travailler à faire avancer mes idées et les projets auxquels je crois. Et quel que soit le gouvernement, je le ferai toujours. Et donc là, de ce point de vue-là, vous avez cité tout à l'heure Michel Dinet. Je me réfère exactement à lui sur ce plan-là. Quand il était, au moment de la création du RSA, président du Conseil général, et quand en 2008, Nicolas Sarkozy dit c'est la fin du RMI, il faut travailler sur autre chose parce qu'il faut que on arrête avec la trappe à pauvreté. Il fait appel à Martin Hirsch pour devenir haut commissaire. Michel Dinet travaille sous le gouvernement Sarkozy à expérimenter le RSA en Meurthe-et-Moselle. Ça n'a pas rendu Michel Dinet sarkozyste aux dernières nouvelles. Et de la même manière, on peut travailler, et on doit même travailler, à essayer de faire avancer, bouger les lignes, et peu importe ensuite, les gens ont choisi un quinquennat, ils ont voté Macron, un gouvernement, une majorité parlementaire, et le job des élus locaux, c'est de bosser avec pour faire bouger les lignes. Aujourd'hui, vous sentez que vous avez une écoute, une attention du gouvernement ou pas ? Les élus locaux se plaignent de... Ça dépend des sujets. Avec Olivier Véran, par exemple, je travaille très bien sur le CHRU, j'en ai parlé tout à l'heure. Il m'a nommé président du Haut Conseil du Travail Social au mois de juillet dernier. Je continue à porter, entre guillemets, ces questions-là. Pour évoquer un autre dossier, on sent que ça coince, on aurait pu en parler dans les dossiers locaux, mais ça dépasse même les dossiers locaux. C'est l'A31, l'Est républicain titré sur l'impuissance publique. Est-ce que c'est pas un peu j'allais dire, si j'ose le jeu de mots, le serpent de mer, MAI-RES, ça fait 30 ans qu'on en parle. Exactement. On a l'impression que l'État est plutôt sourd là-dessus. C'est un concentré à la fois entre l'irresponsabilité de l'État et l'impuissance auto-organisée des élus locaux.
Bah, nous, on est les rois, comme les rois de la division en Lorraine, hein, sur les grands sujets d'infrastructure. Que vous preniez la gare TGV plantée au milieu d'un champ de patates, un aéroport planté à peu près au milieu de nulle part, lui aussi, une autoroute A4, qui lorsqu'elle est mise en service nous passe mais je pense très que ça au nord de la mais tête. je crois qu'on n'aura jamais de gare d'interconnexion. Hein. J'ai entendu Moi, Jean Rotner l'autre jour à la région. Je ne crois pas Hein. au jamais. Vous savez, tant qu'on n'est pas mort, on continue à porter ses idées et ses projets. Et pourquoi la Lorraine serait quasiment la seule région de France à ne pas permettre à un TER de rejoindre un TGV. Je ne vois pas pour quelle raison. Personne ne peut me l'expliquer. Et la 31, c'est pareil. Il faut des projets concrets. Nous en portons un aujourd'hui. Et j'espère que nous allons le faire avancer. Bon, et maintenant, on va passer, juste après la virgule musicale, on va passer au questionnaire de Proust. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Mathieu Klein va passer au questionnaire de Proust ou inspiré de Proust. La qualité que vous appréciez le plus chez vos amis? La fidélité. Votre principale qualité? La fidélité. Et votre principal défaut? L'obstination. Ça peut être une qualité, ça. Oui, c'est vrai. Alors, la très grande obstination. Votre rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur. Ministre? Oh non, alors là vraiment, de ce point de vue-là, je n'en ai aucun ou je les ai tous. Votre héros dans l'histoire, avec un grand H? Mon héros dans l'histoire avec un grand H, je dirais Daniel Mayer. Daniel Mayer qui a été le secrétaire général de la SFIO sous l'occupation, et qui a tenu la vieille maison à bout de bras. Et qui a été ensuite sans doute une figure trop méconnue de la 4e République. Votre animal préféré? Mon animal préféré? Mon chat. Ouais. Et votre peintre préféré? Mon peintre préféré, Egon Schiele. Et votre auteur préféré? Parce que je sais que vous êtes un grand lecteur. Alors là, c'est compliqué parce que alors là, un auteur préféré, je dirais... Là, vous me posez une colle, j'en ai 50 qui me viennent à l'esprit en même temps. Alors, je vais m'arrêter sur Steinbeck. D'accord. Et dans Steinbeck, qu'est-ce que... Je dirais des souris et des hommes, sans doute. Très bien. Sur le haut de la pile. Très bien. On essaie de faire le tour. Il y a encore plein de questions à vous poser, mais le temps tourne. Il nous reste, je crois, 3 minutes pour boucler l'émission. On va vous laisser la parole en dernier pour vous demander ce que vous auriez envie de dire et que vous n'avez jamais dit là publiquement. Ce que j'aurais envie de dire et que j'ai jamais dit publiquement, was ich noch nie gesagt habe, kann ich auf Platzon. Si vous pouvez c'est quelque chose que je n'ai jamais fait publiquement. Je n'ai encore jamais parlé dans mon patois natal publiquement. Oui. Et vous êtes germanophone, là, bien sûr. Vous savez plus... Oui, mais là, c'était pas de l'allemand, c'était du platt. C'était du platt. Du francique alémanique. Parce que faut rappeler que vous êtes né à Phalsbourg. C'est ça. J'ai surtout grandi près de Sarreguemines. Vous avez grandi près de Sarreguemines. Vous avez été aussi au lycée à Nancy. Votre oncle dirigeait le lycée Loritz. J'ai travaillé au lycée Loritz quand j'ai été étudiant à Nancy. Oui. Aujourd'hui, vous vous sentez un peu nancéen, vous vous sentez adopté. Oui, je crois que les Nancéens m'ont à peu près adopté, en tout cas aux dernières nouvelles. Et moi, je me sens très bien dans ma ville. Ça fait presque 30 ans maintenant, oui, pas loin de 30 ans que j'y habite. Et je suis nancéen et lorrain, je le rappelle souvent aussi, parce que même si les régions administratives évoluent, les régions de cœur, elles ne bougent pas. Vous êtes lorrain avant d'être grand-estien, si on peut dire ça. C'est ça, absolument. Le Grand Est est un espace politique et administratif de travail, mais il n'a jamais d'ailleurs autant mis en lumière le besoin de l'unité des Lorrains, confère tous les sujets que nous venons d'évoquer précédemment. Donc c'est la première fois que je vous entendais effectivement vous exprimer en platte. Pour vous, les langues régionales, c'est important ou... Ça fait partie de ma culture. Vous savez, moi, j'ai parlé avec mes grands-parents plates tout le temps. Et je continue aujourd'hui à parler plate avec mes parents pour ne pas perdre cet ancrage, parce que ça fait partie de l'histoire de ma famille, de mon histoire. Et puis, c'est un élément du paysage culturel de la France. Et pourtant, la France s'est construite autour du français. Mais bien sûr.
que j'utilise quand même plus régulièrement que le Platt. Plus régulièrement que le Platt. mais c'est aussi, c'est ce qui fait aussi, je trouve, la richesse de notre pays, c'est de pas regarder la diversité comme l'ennemi de la République, dès lors qu'il y a un pacte républicain qui est commun à tous les Français, de pouvoir entretenir des traditions culturelles, ça fait partie aussi de choses utiles, y compris pour que on se sente bien ensemble. Vous vous sentez plus girondin que jacobin ? Ah oui, ça, très largement. Oui, c'est la social-démocratie. Même si on a du mal à la définir aujourd'hui, vous avez parlé de social-démocratie. Moi, je la définis très bien, si vous voulez, mais là, on n'a plus le temps que je vous... Oui, on a encore une minute pour la définir. Là. Mais non, la social-démocratie, c'est vraiment l'idée que on ne change pas les choses seulement par le haut. Ça n'existe pas, les changements qui viennent seulement par la loi. Il faut que la société se mobilise, que les acteurs se mobilisent, que les citoyens s'engagent, les partenaires sociaux, les associations. Et c'est comme ça qu'on fait progresser, qu'on arrive à l'égalité, au progrès social. Et ça passe par le fait que toute la société est en mouvement. Là, vous êtes un homme très occupé, maire, président de l'agglomération, coordinateur du projet, porte-parole de la candidate Anne Hidalgo. Vous êtes loin des 32 heures, là. 32 heures sur 48, si j'y arrive à peu près. Ouais. Vous militez pour les 32 heures aussi ça vous paraît une bonne idée ou c'est une utopie Non, peu comme les 35 heures? Non, moi je milite pour que les partenaires sociaux et les entreprises et les branches puissent s'organiser. Regardez en Allemagne, dans beaucoup d'autres pays du monde, certaines entreprises sont 32 heures, d'autres un peu plus. Ça dépend aussi des moments, parfois selon la nature de l'activité, de la production, des besoins. Le temps de travail peut être un sujet de discussion, de négociation, de bien-être. Il ne faut certainement pas fermer la porte, mais comme d'ailleurs l'a dit Anne Hidalgo, il n'y a plus de décisions qui doivent tomber comme ça d'un seul bloc du haut vers le bas. Ça n'est pas, je crois, et c'est ce qu'elle dit aussi, à la présidente de la République de définir seule quel doit être le temps de travail hebdomadaire de tous les Français. Dans les dernières questions qu'on peut vous poser, j'ai cru comprendre qu'il y avait une divergence entre vous et le préfet à propos des manifs anti-vax. Vous pensez que la préfecture n'est pas assez réactive? Ça vous inquiète? Ces mouvements de colère, le retour des gilets jaunes? Vous dites qu'il y a une colère encore profonde dans le pays, quelles que soient les motivations? D'abord, la colère existe. Ce que moi, je n'accepte pas, c'est que chaque semaine, le centre-ville de Nancy soit le théâtre de manifestations plus ou moins d'ailleurs respectueuses du parcours qui est négocié avec le préfet et la préfecture, au risque de détourner du cœur de ville des personnes qui sont là pour aller dans un musée, faire un achat, boire un verre, manger au restaurant, se promener tout simplement, profiter du patrimoine nancéen. Je crois qu'on peut tout à la fois exprimer ses opinions clairement dans la rue, tout en respectant la tranquillité et l'envie d'un centre-ville paisible. Donc il y a des solutions, un parcours adapté. Je l'ai proposé au préfet, notamment par le boulevard Joffre. Je pense que c'est la bonne solution et je continuerai à porter cette idée. Et le préfet vous a pas entendu pour l'instant là? Il a exprimé parfois un accord en faisant passer le cortège sur ce secteur parallèle à l'hypercentre et parfois en négociant avec les organisateurs un parcours différent et qu'à chaque fois que les choses ont mal tourné, je l'ai regretté et ça fait partie des points effectivement de désaccord entre lui et moi, même si nous travaillons bien sur de très nombreux sujets. Et vous travaillez bien aussi avec les autres élus de la région. On n'entend plus parler du sillon lorrain. François Grosdidier l'a tué? Oh non, François Grosdidier est un participant actif et un contributeur actif du sillon lorrain qui se réunit régulièrement. C'est un scoop, ça? Non, c'est une réalité. Tant mieux si c'était un scoop, ou tant pis, mais c'est une réalité. Le maire d'Épinal, Patrick Nardin, le maire de Thionville, Pierre Cuny, François Grosdidier, bien sûr Michel Heinrich en tant que président aujourd'hui du sillon lorrain d'ailleurs et de l'agglomération d'Épinal et moi-même, nous nous voyons très régulièrement et nous travaillons et mieux que ce que parfois les unes peuvent le laisser penser, notamment sur les enjeux d'enseignement supérieur, nous avons beaucoup rapproché nos points de vue. Donc, au profit des étudiants, là? Au profit des étudiants et de la Lorraine, et de la défense de l'espace lorrain comme un espace structurant pour les investissements en faveur de l'université et de l'enseignement supérieur. Mathieu Klein, merci pour cette heure d'entretien. Merci à vous. RCN, www.rcn-radio.org